Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les transplantations, la mort encéphalique, les médicaments immunosuppresseurs? Bon, on va faire un petit point. Voilà, je suis Catherine Coste, l'auteure du blog Éthique, vie et mort 2.0, anciennement éthique et transplantation d'organes. Et j'ai l'immense privilège d'avoir dans ma famille des chirurgiens. Donc j'entends des termes comme ça qui m'interpellent parce que j'ai le malheur de faire des études littéraires et marketing. Donc je suis à la fois scénariste littéraire et marketing. Et donc pour moi les mots c'est important, si vous voyez ce que je veux dire. Donc quand j'entends les chirurgiens au cours du dîner, du déjeuner, là au bistrot, ouais il y a le bloc des esclaves, puis il y a le bloc des maîtres, hein, le bloc, déjà je me dis le bloc, ah le bloc opératoire, d'accord, non pas le blog. Le bloc opératoire des esclaves et le bloc opératoire des maîtres. Ah. Alors les esclaves c'est les donneurs d'organes, dits décédés en mort encéphalique, en mort clinique. Donc en fait des morts avec des organes vivants. Bon, comprenne qui pourra. Donc ça s'appelle les esclaves. Et puis il y a le bloc opératoire où on opère les patients en attente de greffe, qui s'appelle le bloc des maîtres. C'est eux qu'on va greffer, à qui on va donner des organes vitaux prélevés sur des morts, donc des gens cliniquement décédés avec des organes encore vivants. Voilà. Comprenne qui pourra là aussi. Donc déjà on entend ces expressions, puis on entend aussi il est nettoyé. Voilà, j'ai vu ce patient, c'est plus la peine, il est nettoyé. Donc on comprend que la famille se retrouve avec quelqu'un dont les médecins, les chirurgiens veulent plus, qui n'est pas encore mort. Merci pour lui. Et ça dérange bien tout le monde. Et est-ce qu'on pourrait pas récupérer des organes parce qu'on prévoit qu'il va mourir? Waouh! Voilà, vous voyez, ce milieu m'interpelle. Il m'interpelle depuis que j'ai 20 ans, depuis que j'écoute leurs délires, depuis que je les entends parler, depuis qu'ils m'ont invité à des congrès, des machins et tout. Et depuis qu'on a fait l'atelier e-santé avec Jean-Michel Biot en 2010, 2011, 2012, l'atelier e-santé pour essayer de promouvoir un peu l'info partagée, l'info en ligne, le 2.0 dans le monde de la santé. Le numérique hein, dans la santé, hein, grosse galère en France, et pas qu'en France. Oui, voilà, ça m'interpelle et je me dis, waouh, il y a beaucoup de matière là-dedans, donc j'ai commencé un blog. Et franchement, j'ai commencé ce blog en mars 2005, j'aurais bien voulu l'arrêter en avril 2005, ça m'aurait arrangé grave. Et puis finalement, la parole est tellement verrouillée, on est tellement tous sous pression idéologique, parce qu'il y a un modèle financier, un business model bien établi pour la greffe, les transplantations, les immunosuppresseurs, qu'on ne dit pas tout aux gens. Donc on récupère des trucs comme ça, puis quand vous arrivez sur les congrès, que vous êtes ni journaliste, ni médecin, ni intervenant, ni participant, vous êtes personne, vous voyez, vous êtes comme le bon Dieu qui est partout et nulle part, comme le sucre dans le café au lait qui est partout et nulle part, donc vous recueillez toutes les confidences des gens. Mais non, mais il faut bien dire, les immunosuppresseurs, c'est très cancérigène. Donc les gens qui ont fait un cancer, à qui on a donné des chimios lourdes, qui ont le cœur détruit et qu'on greffe, comme ils vont reprendre des immunosuppresseurs derrière, ils vont refaire un cancer. Et hop, voilà. Steve Jobs, greffé du foie, on lui a donné des immunosuppresseurs qui ont refait venir le cancer au galop qui, avant, lequel cancer avait été éradiqué chirurgicalement. Oups! Donc bon, quand on voit tout ça, et en sachant que tout le monde travaille en silo, dans son coin, il ne faut pas déranger le voisin, etc., on se dit, oui, non, là, il y a un problème. Donc voilà, un conseil... Moi, je suis plus en France, j'ai plus le temps. J'ai pas d'intérêt à ce que le système s'arrange en France, ma famille est plus en France, je suis plus en France, machin. Voilà, donc vous voyez, aucun conflit d'intérêt, rarissime, vous avez trouvé la perle rare. Le défi de l'époque, c'est de s'organiser. Regardez un peu ce qui gêne la transplantation, quels sont les disrupteurs qui se pointent là. Peut-être pas forcément en France, parce que c'est pas le pays le plus compétitif et le plus moderne et le plus innovant qui soit, mais regardez un peu autour. Je vous parle pas de la Corse et de ses fromages, mais je vous parle plutôt de Hong Kong, de Singapour, de la Californie, voilà, de choses comme ça, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Vous regarderez qu'au Japon, on n'y croit pas, la mort encéphalique. En Nouvelle-Zélande, pas tellement non plus, et en Australie, moyen. Tous les pays musulmans ne croient pas aux dons d'organes. Et pour les Chinois, il faut être enterré entier. Donc là, on se dit,
ça fait du monde quand même qui croient pas tellement à ce truc-là. Alors qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Parce que comment ils font? Ils ont des patients avec des organes usés, qu'est-ce qu'ils font? Ben, eux, ils bossent comme des malades pour séquencer le génome, donc voilà, pouvoir intervenir en amont de la maladie, même sur l'embryon, pour corriger le tir et plus gérer les conséquences de la maladie après la naissance. Exemple, la mucoviscidose. On opérera l'embryon et pouf, la maladie, plus besoin de gérer les lourdes conséquences. Moi, j'ai eu des élèves qui avaient la mucoviscidose. Bon, voilà, hein, quand on me dit ça, it is music to my ears. Voilà, moi je bois du petit lait. Gérer la maladie avant, enfin plus besoin de gérer la maladie, corriger le tir avant la naissance. Voilà, super. Bon, ben, les imprimantes d'organes 3D, ben oui, tout ça c'est en route. On fabrique des reins, on prévoit, c'est pas Madame Irma, hein, c'est des facs américaines sérieuses qui prévoient ça. Que en 2021, 2025 au plus tard, la greffe rénale, la transplantation rénale, ce sera fini. Il y aura les imprimantes 3D qui imprimeront des organes qu'on implantera, le cœur, les reins, tout ça à l'aide de cellules souches pluripotentes, donc des cellules souches adultes qu'on va rebidouiller, voilà, je fais simple, hein, pour que ça redevienne des cellules souches pluripotentes, comme on dit, donc ils peuvent faire plein de trucs. On va leur dire, voilà, toi tu vas jouer tel rôle, toi aussi tel rôle, et hop, on aura la pièce de théâtre et votre organisme fonctionnera. Impec. Bon, ben, tout ça c'est en route. Il faut bien que vous soyez conscient d'une chose, c'est que les comités scientifiques de toutes les assos pour promouvoir le don d'organes et les labos qui fabriquent les immunosuppresseurs que les patients greffés prennent chaque jour, ben, ils ont à leur comité scientifique des gens qui ont des intérêts financiers pour ces médicaments, pour ce business model des transplantations. Donc il ne faut pas vous attendre à ce que ces gens-là vous rencardent sur les innovations barbares qui arrivent pour monter à l'assaut de eux, les empereurs bien établis, qui veulent conserver leur rente de situation. Je ne vous joue pas Karl Marx, hein, parce qu'au contraire, j'ai travaillé avec Apple, avec Google, avec des gens, donc tout ce qui est imprimante 3D, bioprinting. On a même été faire des démos au Dubai Mall l'autre jour, à Dubaï. Donc c'est pas forcément marxiste, hein, si vous voyez ce que je veux dire comme milieu. Mais en même temps, voilà, il y a cette éternelle histoire dans l'humanité des empereurs qui sont établis, qui ont leur château, leurs intérêts. Il ne faut pas venir faire joujou pour disturber, disrupter tout ça et tout foutre en l'air. Il y a les barbares qui montent à l'assaut avec leurs nouvelles idées, leur créativité, leur façon de voir le monde autrement. Ben, le monde change, il est temps, vous Français, que vous vous en rendiez compte, il est temps que vous ouvriez les yeux et que vous vous posiez des questions et surtout que vous vous organisiez pour vous dire, ben, si on ne met pas sous le nez des gens ces innovations, si on ne leur donne pas faim, si on ne leur donne pas soif, mais les empereurs, ils vont être bien tranquilles, ils vont ronronner sur leur modèle. Et ben, j'aurai encore et toujours des gens qui vont m'appeler, qui vont dire mais je comprends pas, j'ai donné les organes de mon proche, mais alors j'ai découvert après coup en lisant un peu que la mort encéphalique c'est pas la mort. Je vous assure, c'est lourd hein, quand vous retrouvez au téléphone, surtout vous êtes sur autre chose, hein, mettons, vous êtes à votre boulot, marketing, il y a une petite fête en chinois, en anglais, vous faites du karaoké, vous avez une dame qui pleure au téléphone en vous disant mais au moins est-ce qu'ils ont anesthésié ma fille ou mon fils ou mon proche, bah vous dites vous voulez dire la vérité, hein, c'est un peu comme je suis très bête, je suis bête, hein, j'essaye de dire la vérité. Bah vous savez, les équipes médicales, moi il y a des chirurgiens dans ma famille, j'ai demandé, ils me disent bah les gens ils aiment pas tellement qu'on anesthésie parce que ça veut dire qu'on demande aux morts de se tenir tranquille et qu'est-ce que c'est que quand on demande à un mort de se tenir tranquille, gloups. Donc voilà, renseignez-vous, organisez-vous, essayez de vous regrouper, faites du lobbying informel, donc à niveau européen, parce que la France où chacun réinvente la roue dans son coin, dans son silo, ça mène nulle part, hein, ça mène juste au bout de son jardin, c'est tout. C'est pas ça qui va... Voilà, ça cassera pas trois pattes à un canard. C'est comme les querelles, les spécialistes restent dans leur coin en disant mais la mort encéphalique, c'est pas la mort, mais les prélèvements à cœur arrêté, les gens ils sont pas morts en fait, c'est une décision arbitraire d'arrêter la réanimation au bout de 20 minutes.
Puis les usagers de la santé sont pas au courant. Puis eux, dans leur coin aussi, vont aller poster leurs témoignages chacun en sachant toute la somme de douleurs personnelles qu'il y a derrière. Mais organisez-vous, prenez exemple sur des forums existants, Vivre sans thyroïde ou encore Endométriose France. Tout ça, ça travaille, c'est ancré dans le concret, ça a les mains dans le cambouis, ça renseigne les gens, sans se taper dessus, c'est important, hein, parce que sur Doctissimo ou Youyouille, des fois ça vole pas haut, enfin souvent, à mon avis. Puis en plus, voilà, attention, hein, numérotez vos abattis parce que ça y va sec. Hein. Si tu ne crois pas, t'as ta gueule à la récré. Hein. Donc voilà, essayez de faire de la médiation. Je sais bien que le métier de patient advocate, avocat des patients, n'existe pas en France. Il existe aux États-Unis, en Angleterre, mais pas en France. Et faites-vous entendre en accueillant la parole, en la libérant sur des forums le plus ouvert possible, où il y a des règles de jeu. Faut pas s'insulter. Hein. Merci, docteur Patrick Pelou. Parce que Patrick Pelou, sur Facebook, ça y va sec. Hein. Bon, je sais bien, quand on est français, faut gueuler, c'est bien vu. Bah oui, mais moi, je suis anglaise. Alors, je sais pas trop gueuler. Je me force, hein, mais bon, je sais pas si ça mène très loin non plus. Enfin bon. Organisez-vous, je répéterai jamais assez, organisez-vous, cherchez l'info, recoupez l'info, regardez toujours qui a intérêt à vous donner cette info. Les coordinateurs des transplantations, mais ils sont payés, ils sont commissionnés pour vous vendre la mort de votre proche pour prélever ses organes. C'est comme, bah tiens, ma mère, elle était négo dans l'immobilier, donc il fallait qu'elle vende des produits. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Si elle ne vendait pas, elle n'avait pas de commission. Bah pareil. Si le service des transplants, il tourne pas vite, eh bien, il aura moins d'argent. Ah, pas bon ça. Donc voilà, faut voir d'où vient l'info, qui a intérêt à vous donner quelle info. Si c'est les labos Big Pharma qui vous dit que le don c'est généreux, mais regardez ce qu'il y a derrière, ils ont les médicaments immunosuppresseurs. Donc ça rapporte. Surtout en ce moment, hein, ils innovent pas, ils ont du mal, leurs molécules, croyez-moi, ils lâchent rien sur leurs molécules. Mais en même temps, il y a des nouveaux business models qui se mettent en place, il y a des biotech qui commencent à disrupter tout ça, à changer la donne. Il y a donc les biotech, qu'est-ce qu'elles font? Elles travaillent sur les cellules souches, sur les gènes, mais alors là se profilent d'autres problèmes. Il y a encore des labos gourmands qui vont breveter nos gènes pour qu'on ne puisse pas, nous, patients, être au milieu du système de santé nouveau qui se met en place, à votre insu. Vous n'étiez même pas au courant de la recherche sur les gènes, alors vous êtes encore moins au courant que les big pharma, les grands labos pharmaceutiques tentent de breveter nos gènes pour qu'ils ne nous appartiennent plus et qu'à terme, notre médecin, ils disent ben oui, mais vous savez, j'aimerais bien chercher telle maladie sur votre gène, j'ai tout ce qu'il faut pour, mais big pharma ne m'autorise pas. J'ai un péage, vous voyez, un péage. Donc ça coûtera cher de payer le péage et je peux pas, ou je peux, mais il faut que vous payez vous, etc. C'est ça qu'il faut défendre aujourd'hui, c'est ça. C'est pas juste gueuler, je sais pas contre qui d'ailleurs, s'organiser. Et puis peut-être qu'à l'échelle française, ça suffit pas. Voilà, je radote beaucoup. Je n'ai pas préparé un discours parce que la pédagogie, à mon avis, ça vient plus des tripes que des notes de papier qui endorment tout le monde. Tout le monde regarde les présentations, on a l'impression d'attendre le bus sous la pluie. Et de grâce, chirurgiens français qui venaient à des congrès américains, s'il vous plaît, dites moins de choses. Parce que vous planquez votre mauvais accent anglais en parlant à toute allure, pas une bonne idée, on a vraiment l'impression d'attendre le bus sous la pluie. Puis vos collègues, ils connaissent tout ça, ils ont lu vos recherches, vos papers et tout, donc ils dorment pendant ce temps-là. Vous savez, ils dorment, ils récupèrent, ils sont en jet lag, décalage horaire. Par contre, les vidéos de vos opérations commentées en anglais, vos recettes de cuisine, ça les passionne. Donc faites que ça, les vidéos, les opérations, les extraits de procédures chirurgicales, et puis zappez le discours, le blabla british que vous maîtrisez franchement très moyen, où vous nous balancez des slides pleines à craquer avec des pourcentages partout, des petites lignes comme des contrats d'assurance en souscription risque industriel. Voilà, s'ils veulent les voir, vos collègues, ils vont les voir en ligne, en buvant leur café le matin, en papotant avec les infirmières, c'est plus cool. Et puis ça vous met pas la pression pour débiter le machin à toute allure, et nous, pendant ce temps-là, on attend le bus sous la pluie. Puis bon, des fois, avec votre accent français, on se dit, qu'est-ce qu'il dit?
Voilà, donc vous remplacez tout ça par juste une petite anecdote qui va faire rire tout le monde. Vous répétez devant votre miroir avec un bon accent anglais, voilà. Ça, c'est pas trop dur à choper. Vous regardez des séries américaines à la télé, en plus c'est rigolo. Anger Management, par exemple. Top ça, Anger Management, TV show, série américaine. Vous regardez ça, vous chopez le bon accent, vous nous faites une petite anecdote ou deux qui fera rigoler tout le monde et bien dans ce que vous voulez dire, et vous passez à vos vidéos directes. Merci beaucoup, franchement, ça nous soulagera. Bonne journée à tout le monde, à bientôt pour une prochaine chronique bioéthique. Au revoir.